Mais pour le moment, je passe la parole à celui qui est le relais de la majorité présidentielle, qui ne représente pas donc un candidat qui n'existe pas pour le moment. Enfin, on a un président de la République, mais on n'a pas de candidat. Et donc, lui-même, comme on lui avait posé la question, les 6 questions de la FEDER, eh bien, il a bien accepté de vouloir, en tout cas, participer au panel. Et je vous pose la question, Monsieur Miquel. Donc, vous avez 6 minutes pour convaincre. Écoutez, Monsieur le Vice-président, merci beaucoup. Écoutez, moi je partage une partie de ce qui a été dit par Gilles Carrez, et je ne suis pas surpris d'un certain nombre de positions. Je partage l'importance des finances publiques, évidemment, et vous en avez dressé un portrait juste, un peu à charge, mais intéressant. Je partage aussi le fait que aujourd'hui, la France a une belle signature et que cette signature, notamment dans le contexte de l'endettement de la France, cette signature a perduré ces 5 dernières années et a permis à la France de continuer à se financer et à financer son projet de croissance. Mais au-delà de ce que vous mettiez en avant sur la dette, le déficit et le commerce extérieur, je mettrai en face les résultats qui ont été obtenus aussi dans le contexte de ces dépenses-là, sans revenir, parce que ce n'est pas l'enjeu aujourd'hui, et sans faire de parallèle que j'ai pu voir par ailleurs, sur ce qu'avait pu être la hausse de l'endettement à une autre époque, à une autre crise, notamment entre 2008 et 2012, et sans mettre au regard les résultats économiques qu'avaient pu être ces résultats dans le contexte d'une crise différente. Cette dépense, elle a eu un certain nombre de résultats économiques, que ce soit la baisse du chômage, puisque quand Emmanuel Macron est devenu président, le chômage était entre 9 et 10%. Il a, malgré cette crise, est descendu en dessous de 8% aujourd'hui. On a, en France, aujourd'hui, commencé la réindustrialisation du pays. Et il y a, depuis plus de 10 ans, il n'y a pas eu de création d'emplois industriels en France, sauf sous ce quinquennat. Il y a également une attention qui a été portée aux entreprises de taille intermédiaire et au renforcement de la compétitivité des entreprises. Et c'est vrai que cette baisse de 10 milliards d'impôts de production, baisse qui effectivement affecte les finances publiques, mais qui finalement est partagée aussi par votre équipe et par la candidate, puisqu'elle a évoqué ce sujet mardi dernier devant les entreprises du Métis, de Croissance Plus et de France Invest, en considérant qu'on n'était pas allé assez loin dans ce domaine. Et je partage le fait qu'on peut faire encore plus, que ces 10 milliards ne permettent pas de revenir dans la moyenne européenne. C'est une première étape. D'ailleurs, le Métis sera en mesure de sortir dans les prochains jours une étude d'impact très positive sur l'impact de ces 10 milliards. Et donc, à cette orthodoxie budgétaire que vous défendez avec justesse et continuité, il y a aussi des mesures, je dirais, de baisse de recettes fiscales qui vont dans le sens d'un renforcement de l'attractivité de l'économie française, dans le renforcement de la compétitivité des entreprises, qui vous est familière aussi, au-delà de la lecture je dirais, de l'orthodoxie budgétaire, qui est aussi familière à la candidate que vous défendez, et sur lequel on considère que le bilan de ce qui a été fait est favorable, avec l'enjeu probablement d'aller encore plus loin que ce qui a été fait. Mais je dirais le contexte ne nous a pas permis d'aller beaucoup plus loin que ce qui a été fait, notamment sur la baisse des impôts de production, par exemple. Je partage ce qu'a dit Laurent, et également Laurent de Saint-Martin, sur le respect de la visibilité, de la stabilité. Et j'en veux pour preuve que j'ai retrouvé ce qu'on avait partagé à l'époque avec la FEDER, puisqu'il y avait eu un questionnaire à l'époque. Et vous faites preuve de continuité et de stabilité, vous aussi. Et j'ai retrouvé les réponses qu'on avait apportées. Je vous fais grâce de leur lecture, mais ce qui était dit dans ce papier, et j'en veux pour preuve... je laisse M. Berton me contredire si c'est le cas, si ça n'est pas le cas, mais ce qui est indiqué dans ce papier sur l'ensemble des mesures qu'on a pu mener, ce qui est indiqué dans ce papier est cohérent avec la politique qui a été menée. Et quelques éléments, on évoquait évidemment la baisse des impôts de production,
puisqu'on a un enjeu, et c'est peut-être le point de départ, c'est qu'évidemment l'épargne longue est un enjeu fondamental du financement de l'économie, et le constat initial, qui je pense est partagé, est d'être en mesure de davantage orienter cette épargne vers le financement de l'économie réelle, vers le développement de nos entreprises, pour créer de l'emploi, donner du pouvoir d'achat aux salariés. Et donc ça, c'était le constat initial. Et on avait évidemment un enjeu de donner de la visibilité, de la stabilité, chose qui a été faite puisque on n'a pas été pris ce qui a été fait a été annoncé dans le contexte de la campagne 2017, que ce soit la suppression de l'ISF, qui était une mesure courageuse et qui pour beaucoup était impossible à l'époque, le PFU, puisqu'on est revenu à une fiscalité. Oui. Juste un mot. Est-ce qu'on peut passer assez rapidement sur, sur les 5 dernières années pour essayer de se projeter sur les 5 avec plaisir. Prochaines années. En tout cas, ce point fondamental qui était le premier point dont acte par rapport à ce que vous disiez et par rapport aux réponses que vous aviez apportées il y a 5 ans. En tout cas, ce premier point sur la visibilité et la stabilité, elle est fondamentale parce qu'elle est, et on le partage, elle a vocation à perdurer et c'est dans cette logique que s'inscrit le président de la République, le gouvernement et que s'inscrira un éventuel candidat à la majorité présidentielle. Puisque la stabilité et la visibilité sont l'alpha et l'oméga de l'épargne longue et du financement de l'économie. Et donc on a procédé à ces baisses d'impôts, de taxes d'habitation pour les individus et d'impôts de production pour les entreprises, tel qu'on l'avait fait, malgré un contexte difficile. Sur la transmission, c'est également un enjeu sociétal important. Alors, il y a un certain nombre de mécanismes qui sont favorables à la transmission aujourd'hui, qui font qu'une partie de l'épargne est hors actif successoral. On n'a pas vocation à revenir sur ces mécanismes, puisque c'était une des questions. Est-ce qu'on est en mesure d'aller plus loin? Peut-être. En tout cas, l'enjeu de la succession est un enjeu qui sera aussi au cœur de cette élection présidentielle. Et les acquis autour de la transmission et de l'épargne n'ont pas vocation à être revus. Ils n'ont pas été dans le contexte de 5 dernières années. Ils n'ont pas vocation à l'être dans les 5 prochaines années. Sur les produits, là aussi, tout le monde s'accorde à dire que les produits sont compliqués. C'est très difficile et très peu accessible. Et là, c'était un des enjeux de la loi PAC de simplifier les produits et d'en simplifier l'utilisation. D'ailleurs, on a été effectivement assez loin dans la sortie en capital et en rente viagère, et qui est, je pense, un progrès. Alors, on peut toujours continuer à ajuster le tir, mais sur cette dimension des produits, je pense qu'il faut continuer à les simplifier. Vous faisiez référence dans vos questions au rôle que peut jouer l'association. On est très favorable à la défense des épargnants, encore une fois, et à favoriser une épargne qui soit plus productive pour les épargnants et plus productive pour l'économie. C'est-à-dire que ce soit plus rentable pour les épargnants avec un temps de rendement plus élevé et plus productive pour l'économie qui favorise le financement dans l'économie réelle. Puisque pour mémoire, et je pense que ce qui a été dit dans la table ronde précédente, à peu près 60% du patrimoine des ménages est autour de l'immobilier. Et on considère qu'il faut réussir à aussi orienter une partie de cette épargne vers le mobilier. Et je m'arrêterai peut-être là pour ne pas être trop long et pour essayer de couvrir l'ensemble des sujets. Sur l'inflation, c'est évidemment un sujet. On est sur la partie immobilière, qui encore une fois est 60% du patrimoine des ménages, on n'est pas revenu sur les abattements et on considère qu'il n'y a pas de raison de le faire. Sur la partie immobilière, on s'inscrit dans un contexte constitutionnel et des prescriptions constitutionnelles qui font qu'on a un régime différenciaire avant 2013 avec une clause d'érosion monétaire et après 2014 avec un abattement. Là aussi, on n'est pas revenu sur ce mécanisme-là lors du quinquennat et il peut y avoir une réflexion autour d'une réflexion pour aller plus loin, mais on n'a pas de réflexion qui vise à réviser cet aspect-là. Donc, c'est-à-dire, excusez-moi de vous interrompre, mais il faut qu'on accélère. Oui. Est-ce à dire que vous seriez prêt à, si jamais c'est votre candidat qui reprend la présidence de la République,
J'ai dit votre candidat, je n'ai pas dit le candidat. Hein, est-ce que vous seriez prêt à ce moment-là à rediscuter, à reconsidérer ces points-là et à y travailler avec nous-mêmes pour voir dans quelle mesure on pourrait proposer une solution à ce problème de l'inflation et de la taxation de la perte de pouvoir d'achat, qui est quand même un problème essentiel pour l'épargnant. Hein. Le problème, il est là, il est dramatiquement là, quoi. Il faut trouver la solution pour ne pas taxer une perte de pouvoir d'achat. C'est scandaleux. C'est d'autant plus vrai dans l'environnement inflationniste dans lequel on est. Absolument. Donc la situation était différente en 2017. Tout à fait. Et donc ça nous contraint collectivement à réviser ce sujet et à voir comment on peut apporter une réponse. Aujourd'hui, on n'a pas de réponse à cet élément, mais l'inflation... On a des idées, on peut vous les faire parvenir. Hein. Mais ce sera... Non, mais c'est un des enjeux. Et quand je parlais de la gouvernance et du rôle de l'association et de la défense des épargnants, ça fera partie des enjeux qui feront l'objet de discussions, j'en suis sûr, dans les semaines et mois à venir. Très bien, merci beaucoup. Je ne vais pas cocher comme je l'ai un peu fait avec M. Carrez, mais puisque vous n'avez pas de programme particulier à nous proposer, mais vous avez fait une réflexion sur ce que vous aviez fait, le prolongement de ce qui a été fait justement dans le même état d'esprit que celui que vous aviez en 2017, etc. Donc, dont acte, et puis on attend, et j'espère que je vous demande de transmettre à l'équipe de campagne que si le président un jour annonce sa candidature, à ce moment-là, vous voudrez bien nous faire parvenir les réponses officielles, si j'ose dire, à ces 6 questions, qu'on puisse les publier non seulement sur notre site, mais auprès de la presse, etc. Voilà. Je m'y engage. Merci beaucoup.